Chapitre 2. Les leçons de cette crise. Xavier. Toutes ces contradictions dont nous avons parlé ont un autre retentissement sur les gens. Elles ajoutent de la peur à une situation très angoissante. Parmi les souvenirs collectifs de cette crise, il y a cette image diffusée par les médias lors du premier confinement. Des flots de vidéos qui montrent un monde naufragé, anéanti, qui rappellent des films de fin du monde. Les grandes villes silencieuses et vides, ces desserts minéraux sans mouvement, sans tous les bruits de la vie quotidienne, sans cris d'enfants dans les cours de récréation, sans ronronnement persistant des voitures, et dans lequel même les sirènes de secours des pompiers, qui étaient paradoxalement à la fois angoissantes et rassurantes, sont pour un temps disparues. Sans parler des fosses communes, les morts qu'on n'arrivait pas à caser et que l'on stockait dans des réfrigérateurs de fruits et légumes, tant ils étaient nombreux. La mort pouvait frapper partout, on n'osait plus aller voir les grands-parents, les rites funéraires ont été raccourcis ou annulés. Dans cette période de sidération collective, on a retrouvé la méthode très ancienne du confinement. Boris. Il est vrai que c'était terrible, et que l'on dit aux enfants « Tu vas tuer Pépé, tu risques de rendre malade ta grand-mère ». Cela a terrifié beaucoup d'enfants. Or, ce n'était pas vrai en plus. Ce n'est pas comme ça qu'il faut parler aux enfants. Xavier. Oui, et le système médiatique avec l'info en continu, la télévision, la radio, tous rivalisent de messages chargés d'émotions. L'information est une sorte de marchandise virtuelle qui se vend, et qui se vend d'autant mieux qu'elle est terrible, anxiogène, sexuelle, paradoxale, exotique. En conséquence, les médias, surtout ceux de l'image, auront toujours tendance à exagérer et à noircir les événements, au bénéfice du politique qui a lui aussi un intérêt à dramatiser la situation. Regardez le tableau désastreux que dressent les journaux. Voter pour moi seul peut remettre de l'ordre. D'autant que je crois que beaucoup de personnes sont vissées aux chaînes d'infos et qu'elles ont été submergées par le flot d'informations angoissantes qui accompagnaient ces images. Boris. Oui, or il faut bien distinguer l'angoisse et la peur. La peur a un objet, on peut fuir, on peut se protéger, on peut affronter, mais on se débrouille. Avec l'angoisse, on ne sait pas d'où vient le danger, on ne peut pas lutter. Et pour ce virus, c'est ce qui s'est passé. On ne sait pas d'où vient le danger, c'est une angoisse diffuse. Xavier. J'aime beaucoup la différence que tu fais entre l'angoisse et la peur. J'ai connu dans mon jeune temps Henri Laborie, chirurgien et grand éthologue, qui avait fait une expérience sur les rats. Placés dans une cage à 2 compartiments dont le plancher est électrifié, les animaux étaient avertis par un signal sonore qu'une décharge électrique allait survenir quelques secondes plus tard. Le rat s'apercevait vite qu'une porte était ouverte et qu'il pouvait passer dans l'autre compartiment pour éviter la décharge. Au bout de quelques jours, avec ce traitement ponctuel, le rat ayant subi cette expérience était en parfaite santé. Il avait maintenu son équilibre biologique. En revanche, si la porte était fermée, le rat ne pouvait pas fuir et devait se soumettre à la punition. Il entrait alors dans un comportement d'inhibition, apprenait que toute action est inefficace, qu'il ne pouvait ni fuir ni lutter. Cela s'accompagnait de grosses perturbations dans son organisme et même son système immunitaire se dégradait. Il tombait malade, souffrait de troubles du sommeil ou de l'alimentation. Dans le cas où il était accompagné d'un deuxième rat, il tentait de se battre, une lutte complètement inefficace, mais qui lui donnait le sentiment d'agir. Et les rats ne souffraient alors d'aucun trouble biologique. Tant qu'il y avait de l'action, qu'il s'agisse de fuite ou de combat, les rats tenaient bon. Ainsi, quand on est coincé dans une situation, sans fuite possible, on peut se rendre malade si on n'évacue pas la pression. Soit on retourne cette dernière contre soi, ce qui entraîne une dépression, un ulcère, un infarctus, soit contre l'autre, si toutefois on trouve un adversaire. C'est après ces constatations que Laborie avait écrit son éloge de la fuite. Tout cela te donne raison. Mais cette angoisse qui pèse sur toute notre culture, notre civilisation, est-ce que les enfants en portent déjà la marque ? Je veux dire, même le bébé à venir dans le ventre de sa mère. Boris. Que fait l'angoisse du virus sur l'enfant qui vit encore dans le ventre de sa mère ? Pendant la grossesse, il n'y a pas seulement le corps qui se développe. L'appareil à penser, le cerveau, les émotions commencent déjà à fonctionner dans l'utérus. On dispose de quelques réponses, notamment grâce à l'épigénique, qui mesure l'influence de l'environnement sur la manière dont s'expriment ou pas nos gènes. On sait aussi que si la mère est constamment en alerte à cause de son mari, de son histoire, d'un contexte violent tel que la guerre ou la précarité sociale, elle augmente dans son organisme la présence de 2 vedettes parmi les hormones du stress, le cortisol et la catécholamine. Cela se mesure maintenant. La pédopsychiatre Anne-Laure Sutter, à Bordeaux, a dosé le cortisol et les catécholamines
dans le sang de la mère et dans le liquide amniotique. Elle s'est aperçue qu'au-dessus d'un certain seuil, ces hormones franchissent la barrière placentaire et passent dans le liquide amniotique. Il se trouve que le fœtus déglutit 4 à 5 litres de liquide par jour, et si celui-ci est bourré des substances toxiques produites par le stress, le bébé s'en nourrit. Ces hormones détériorent son système limbique, ce qui pourra favoriser bien plus tard l'apparition d'une dépression. On le voit en neuroimagerie à la naissance. Les altérations cognitives portent principalement sur les 2 lobes préfrontaux, celui de l'anticipation et celui de la mémoire et des émotions. On constate aussi que cela donne des bébés que l'on surnomme sursauteurs, c'est-à-dire qu'ils tressaillent au moindre bruit. Cela signifie qu'avant sa venue au monde, le cerveau de l'enfant est physiquement impacté par les blessures psychiques de sa mère. Il porte les séquelles des événements traumatisants qu'il n'a pas vécus. Bébé, donc le premier visé par l'angoisse, c'est l'enfant qui n'est pas encore là, le bébé. Boris, oui, le ventre des femmes est la première niche écologique en interaction avec le contexte, l'environnement, la société. Xavier, et le bébé reste-t-il aussi vulnérable après sa naissance? Boris, après sa naissance, le bébé est une éponge à sensations. Il est ce que sa mère est. Si celle-ci ne va pas bien, il n'ira pas bien. Or, on estime que jusqu'à 15% des femmes souffrent d'une dépression après l'accouchement. Euphorisées par le pic hormonal de la grossesse et par ce que représente symboliquement le fait de porter un enfant, elles peuvent vivre l'accouchement comme une perte. Elles sont découragées, irritées et rejettent parfois leur bébé. Contrairement au baby blues qui touche environ 9 femmes sur 10, mais disparaît au bout de quelques jours, la dépression postpartum peut durer pendant des mois. Ces dernières années, la dépression périnatale augmente, tout comme les burn-out parentaux ou les suicides maternels. C'est le signe d'une désorganisation sociale. Souviens-toi que des observateurs avaient anticipé l'effondrement de l'URSS en constatant l'accroissement de la mortalité des nouveau-nés. Cette fois, l'indicateur est le nombre de dépressions périnatales, et c'est ce qui est en train de se passer en France aujourd'hui. Le suicide devient l'une des 2 premières causes de mortalité maternelle, avec environ 1 suicide par mois, soit 13,4% des morts maternelles. Ce que cela veut dire, c'est que la femme est seule. Dans le temps, les jeunes femmes devenaient mères autour de 20 ans. Ce changement de statut interrompait leur aventure sociale, certes, mais elles gagnaient en contrepartie le fait d'être fêtées et très entourées par leur famille, par d'autres jeunes mères. Aujourd'hui, une jeune femme étudie, puis apprend un métier. Elle s'épanouit socialement et quand, à 30 ans, elle met au monde son premier-né, elle se retrouve seule, à la maison, avec des machines, des écrans et un tyran domestique, le bébé. Cela veut dire qu'il y a une défaillance socioculturelle. Car une femme peut élever un enfant avec un homme qui n'est pas le père, avec des amis, ses parents, sa sœur, peu importe. Ce qui est dangereux, c'est de vivre cela toute seule. Si tu ajoutes le fait que la mère peut avoir un problème de santé, quand elle souffre d'un diabète ou d'une hypertension, on ne peut pas ne lui dire. Dans notre culture moderne, fondée sur la performance individuelle, le bébé dépend entièrement de l'état de la mère. Alors, si la mère casse, le bébé va casser aussi. Cela n'a pas toujours été le cas. Avant l'ère industrielle, les enfants étaient élevés par des groupes de femmes. La mère pouvait se retirer après l'accouchement et d'autres femmes prenaient le relais jusqu'au jour où elle se sentait mieux et pouvait reprendre sa place. La psychanalyse européenne nous a fait croire que la mère suffisait, alors qu'en Afrique, on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Nos sociétés ont oublié cette sagesse fondamentale. Il nous faut d'urgence réinventer le village. Xavier, mais n'est-ce pas faire peser un poids encore plus lourd sur les épaules des mères que de dire si elle s'effondre, le bébé s'abîme? Boris, le point essentiel, c'est que si la mère est le transmetteur du stress, elle n'en est pas responsable et encore moins coupable. Aucun doute qu'elle préférait ne pas subir ce stress. Celui-ci dépend de son enfance, tandis que certaines personnes acquièrent des facteurs de protection qui leur permettent d'appréhender les situations plus tranquillement, d'autres ont accumulé des facteurs de vulnérabilité qui augmentent leur stress par la suite. Cela tient donc d'abord au développement de la mère, à son histoire, mais aussi au contexte socio-culturel. C'est donc une responsabilité qui relève de la société tout entière, avec ses institutions qui devraient être là pour protéger les femmes de la violence conjugale, de la précarité, du stress professionnel. C'est également la responsabilité des proches, car l'éducation ne concerne pas seulement la mère, même si elle est essentielle. C'est aussi le père, la famille, le quartier, et puis les pères, les copains et les copines de classe avec qui l'enfant va nouer des liens d'attachement. D'où l'importance des clubs, des associations sportives ou autres, tout ce qui favorise la multiplicité des attachements.
Un confrère a travaillé sur les enfants d'un village en Belgique, durement ébranlé par la fermeture de la mine de charbon. Chômage, pauvreté, choc culturel. Pourtant, les enfants s'y développent harmonieusement. Pourquoi ? Parce qu'alors que leurs parents travaillent au loin, ils sont entourés de substituts efficaces. Des enseignants, des moniteurs de foot, des voisines. Xavier. Alors, tu dirais que cette période génère un type d'anxiété peu saisissable et que les autorités traditionnelles, la science, les médecins ne sont pas sécurisantes. Donc, on fabrique des enfants stressés. Une tendance qui s'arrange ou s'empire, d'après toi ? Boris. Comme tu l'as fait remarquer, les décisions qui ont été prises n'avaient rien de sécurisant, d'où les réformes que l'on a proposées au président Macron sur les 1000 premiers jours d'un enfant, c'est-à-dire les 9 mois de grossesse et les 2 premières années de vie, pour mieux accompagner les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants. La conduite à tenir est d'expliquer aux femmes enceintes et à leur entourage qu'elles doivent être soutenues par un ou une partenaire, une amie, une famille, et une culture, une aide sociale qui vont les protéger et les sécuriser, elles et leurs bébés. Le reste se fera presque par enchaînement naturel, puisque dès qu'elles retrouvent la sécurité, elles redeviennent sécurisantes. Cela vaut pour le fœtus in utero, mais aussi pour le tout petit qui dépend encore beaucoup de sa mère ou de sa figure d'attachement, la personne qui s'occupe de lui. Si cette personne est sécurisée malgré le virus, elle sera sécurisante pour le bébé. Car tout ce que je viens de décrire est réversible. C'est ce qui est fantastique. Un bébé est facile à stresser, mais dès qu'on le sécurise, sa mère, il va recommencer sa construction en une nuit ou deux. Parce que dans son cerveau, le bouillonnement synaptique entre ses neurones est intense. 200 000 à 300 000 synapses se forment à la minute pendant les premières années. Je me souviens d'une petite fille dont la mère, âgée de 15 ans, avait été violée par son père. L'adolescente, évidemment traumatisée, laissait son bébé toute la journée dans une baignoire vide, et sa petite fille avait ainsi pour seul environnement une paroi blanche, rien d'autre. Ni parole, ni jeu. Quand je l'ai examinée, l'enfant était pseudo-autiste et présentait un IRM, une atrophie du lobe frontal. Mais dès qu'elle a été placée dans un environnement sensoriel favorable, en l'occurrence une famille d'accueil, elle a repris son développement. Les neurologues parlent de résilience neuronale. Le gène finalement ne détermine pas grand-chose alors que l'épigénique est très déterminante. C'est elle qui sculpte l'expression des gènes et du cerveau. Xavier. Il existe des médecins accoucheurs qui pratiquent de l'aptonomie, une discipline qui accorde une attention particulière à la relation avec l'enfant in utero. Ils insistent sur l'importance de l'environnement sonore. Le bébé encore dans le ventre reconnaît la voix de la mère mais aussi celle du père. Boris. Et ils ont raison. À l'hôpital de Toulon, on avait montré avec Jacques Collin que les basses fréquences de la voix maternelle ou paternelle passent très bien à travers le corps et le liquide amniotique et que le bébé reconnaît la voix de sa mère dans l'heure qui suit sa naissance. Donc, ils ont totalement raison de demander aussi au père de parler au fœtus. « Y a quelqu'un ? Comment ça se passe là-dedans ?» Et tu vois, le bébé est très content. Le rôle du père a été oublié. Sa présence est plus importante que ce que l'on croyait, et cela dès la grossesse. Quand les pères sont présents, les mères sont sécurisées. Au-delà des bénéfices de l'allongement du congé maternité et paternité, c'est toute une attitude éducative et relationnelle entre le couple parental qui est à revoir. Car le système familial qui protège le mieux un enfant, c'est celui à multiples attachements. Donc la mère, bien sûr, mais aussi le père, ou ce qu'on appelle aujourd'hui le deuxième parent. D'ailleurs, le mot « père » désigne des statuts très différents selon les cultures. Chez nous, c'est la mère qui le choisit, en désignant l'amant qui a provoqué la grossesse. Mais ce peut être une autre femme, partenaire amoureuse, avec qui elle fonde une famille. Dans bien des cultures africaines, le père est celui qui s'occupe de l'enfant. Il s'agit souvent d'un oncle. Ailleurs encore, les femmes seules élèvent leur bébé avec leur mère, et c'est la grand-mère qui tient finalement le rôle de père. Xavier, j'imagine que tout ce que tu expliques sur le stress lié au contexte sanitaire est aussi valable pour les enfants plus âgés. Peut-on mesurer l'impact qu'aura cette crise sur leur développement ? Boris, tout dépend de l'âge de l'enfant, de son développement et de son environnement affectif. Il faut se dire que ce virus a commencé à changer notre vie quotidienne il y a 1 an et demi. C'est un temps faramineux pour un enfant de quelques années. Cela représente la moitié, 1/3 ou 1/5 de sa vie. C'est énorme. Mais il existe une forte résilience chez les enfants. Xavier, il y a aussi la question du masque. Peut-il altérer l'attachement parent-enfant ? Boris, je ne suis pas forcément inquiet sur ce point-là. Les bébés et les enfants de 3 ans sont totipotents, c'est-à-dire qu'ils ont toutes les potentialités en eux. Ils peuvent tout apprendre. Dans certaines cultures où les femmes sont voilées,
Les bébés apprennent sans difficulté à s'attacher à leur mère voilée. Je l'ai vu quand j'ai travaillé au Proche-Orient, en Syrie, au Liban ou sur la bande de Gaza. Les bébés reconnaissent leur mère voilée instantanément. Ils ne se trompent jamais. Ils compensent la perception du visage entier par celle du regard, de la voix, des gestes. De la même manière, on sait que les enfants aveugles de naissance reconnaissent leur mère à l'odeur, à la façon qu'elles ont de les toucher, au bruit de leurs pas sur le sol. Quand un sens est empêché, l'enfant trouve d'autres canaux de communication. Ainsi, même s'ils sont un peu étonnés en Occident de voir leur mère arriver soudain avec un masque, cela les surprend, mais sans les stresser. D'autant que le canal de communication principal pour les enfants qui voient, ce sont les yeux, leur brillance, leurs plus infimes mouvements. C'est à partir des yeux et du mamelon que le nourrisson va s'attacher à la partie supérieure de la bouche et sa propre bouche va souffrir pour imiter. Mais si le bas du visage est voilé quelques heures par jour et dévoilé à d'autres moments, il va très bien faire la différence et cela ne va pas du tout le traumatiser. En revanche, ça peut l'étonner de voir des compagnons de classe porter le masque. Là, c'est un canal de communication important qui va être altéré. C'est la bouche, les mots, les sons, les cris, les sourires qui disparaissent brutalement. Et cela va être un peu moins efficace pour se développer. Mais la plasticité cérébrale des enfants est totalement incroyable, et tellement incroyable que même s'ils sont un peu troublés, cela sera facile à réparer. Xavier, il n'empêche que c'est extraordinaire, une société masquée. Quelle étrangeté dans les rues, dans les transports en commun. À force, cela nous devient banal, mais si celui que j'étais il y a quelques années se retrouvait soudain spectateur de ces scènes de vie, comment percevrait-il ces foules au visage couvert par des masques chirurgicaux ? Le sentiment d'étrangeté se mesure souvent à la lumière des souvenirs de notre enfance. Je te rejoins sur le fait que les enfants ont su s'adapter aux masques, mais qu'en est-il des confinements successifs ? Les enfants ont découvert leurs parents dans un autre rôle, d'abord des parents confinés, donc soudain en concurrence visible entre eux et avec eux. Ils sont devenus leur seule sociabilité. Ils ont été livrés aux variations d'humeur et aux frustrations des adultes. Habitant le même espace, ils ont vu leurs références désorientées et donc plus forcément capables de les rassurer. Et puis les parents se sont mués en professeurs, tout en devant rester parents et en essayant de faire en sorte que leurs enfants s'épanouissent. Sans parler de leur environnement confiné mais connecté en permanence avec ses écrans, la télévision, le smartphone, l'ordinateur. Les nouvelles dans les journaux. Tout ce qui s'y raconte est souvent contradictoire et anxiogène. Est-ce que les parents ont su accompagner ces enfants et ces jeunes gens ? Boris, effectivement. Les enfants un peu plus âgés n'ont pas pu aller à l'école au moment du premier confinement et cela a créé une nouvelle relation avec des parents qui n'étaient pas toujours très pédagogues. Certains sont parvenus à se débrouiller. Les femmes surtout ont su faire fonction de professeurs. Les hommes s'y sont mis parfois aussi. Néanmoins, ces parents ne pouvaient pas être plus efficaces que des enseignants qui sont formés pour cette mission. Et surtout, l'enfant à la maison n'avait pas les stimuli habituels qui sont la stimulation des copains, la stimulation de la maîtresse, l'étrangeté, l'émotion, le petit stress nécessaire qui facilite les apprentissages. Lorsqu'un enfant ne voit pas, par exemple, que sa mère, il s'engourdit. C'est ce qu'on appelle en neurologie une habituation, c'est-à-dire qu'une information qui est toujours la même finit par ne plus être une information. L'enfant peut passer des heures avec sa mère et ne plus rien apprendre. La même chose se passe s'il reste devant les écrans. C'est pourquoi il est si important que les niches sensorielles qui entourent le bébé, la mère et le père soient bien différenciées. Le bébé va apprendre à aimer deux figures d'attachement associées mais différentes. Car si les deux figures d'attachement sont comme des clones, cela ne sera pas une stimulation pour lui. Mais s'il apprend un style affectif avec sa mère et un autre avec son père, alors là, ça va être intéressant, ça va le stimuler, ouvrir son champ de confiance. Il va progresser et extraire du milieu ce dont il aura besoin pour bien se développer. Plus tard, quand ses enfants ont été autorisés à revenir à l'école, il s'est produit un rebond d'attachement. Ils étaient tellement contents de retrouver les camarades de classe et la maîtresse qu'il y a eu une grande gaieté, une stimulation intellectuelle extraordinaire. Le retard qu'ils avaient pris au contact de parents plus ou moins bons enseignants, ils l'ont rattrapé en quelques semaines, très rapidement. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème pour les enfants, il n'y aura pas d'angoisse. Et même s'il y a une petite altération, même s'il y a un petit stress, même s'il y a un petit retard, ce n'est pas grave. Ils le rattraperont très rapidement. En somme, la résilience des enfants leur a permis d'encaisser, mais cette expérience, ils se souviendront toute leur vie. Boris, c'est exact. En revanche, les facteurs d'inégalité sociale qui existaient avant la pandémie risquent d'être aggravés. C'est-à-dire que les enfants dont les parents vivent dans un grand logement situé dans un quartier paisible
vont profiter d'une niche sensorielle bénéfique et ils vont réagir comme je viens de le proposer. Malheureusement pour les autres, la réaction risque d'être différente. Dès lors que la famille est en difficulté financière, les parents ne peuvent payer qu'un petit loyer. La famille s'entasse en hyperdensité dans un appartement exigu de 30 ou 40 mètres carrés. D'abord, ces conditions sont favorables au virus qui y circule très bien. Et au-delà, on constate l'impossibilité d'installer un rythme d'éveil et de repos, de travail et de distraction. Lorsque ces enfants-là vont à l'école, ils y trouvent les stimulations et la sécurisation qu'ils ne trouvent pas chez eux. Or, l'hyperdensité qu'ils ont vécue pendant les périodes de confinement importantes peut les stresser suffisamment pour laisser des traces plus durables. En fait, ce virus illustre à quel point l'écologie nous structure beaucoup plus que ce que l'on croyait et à quel point les inégalités sociales sont dépendantes d'un développement de la sécurité affective et de l'école qui est aujourd'hui notre principal organisateur social. Nous sommes en fait beaucoup plus sculptés par le milieu que l'on pense. Cela signifie que nous avons un degré de liberté qui se trouve dans la possibilité d'agir sur le milieu qui lui-même agit sur nous. Ce que je veux dire par là, c'est que le raisonnement ne peut plus être « une cause provoque un effet ». Ça, c'est Descartes qui nous a fait le coup en nous poussant à tenir des raisonnements linéaires. Désormais, il faut s'entraîner au raisonnement écosystémique. La variation du milieu organise différemment la manière dont on se développe, qui organise différemment la manière dont on voit le monde, qui structure notre affectivité, qui fait que certains enfants apprennent bien la parole et les interactions, les rituels d'interaction, alors que d'autres enfants se désocialisent. Actuellement se produisent des incivilités qui sont à coup sûr dues à des troubles du développement précoce dans des espaces en surdensité, avec des mécanismes régulateurs qui n'ont pas fonctionné. L'affectivité et la culture sont sûrement les deux mots-clés qui vont nous permettre de nous remettre à vivre quand le virus sera mort. En neurologie, on en veut beaucoup à Descartes, tu sais. Xavier. Pas les neurologues du 19e siècle en tout cas. Boris. Si, et même ceux du 20e. En tous les cas, cette interaction entre le milieu et notre cerveau met en cause notre responsabilité et la responsabilité des politiciens. Parce que c'est surtout eux qui ont la possibilité d'agir sur le milieu qui nous sculpte. D'où le rapport remis à notre président actuel qui insiste sur la nécessité de faire intervenir les pères beaucoup plus tôt auprès des mères. D'où la nécessité de facto de sécuriser les femmes enceintes. D'où la nécessité d'ouvrir l'école précoce à 3 ans pour lutter contre les inégalités sociales. Xavier, cela dit, sans vouloir faire mon positiviste du 21e siècle, il y a quand même des centres nerveux qui commandent des comportements. Boris, oui, mais ils sont mis en jeu par le milieu. Si tu ne parles pas à un bébé, il n'apprend pas à parler. Il est pourtant bien doté de la zone du langage, mais elle n'est pas activée. Xavier, je me souviens d'une de tes conférences dans lesquelles tu avais dit que si les centres nerveux n'étaient pas stimulés, ils ne pouvaient tout simplement pas fonctionner. Tu avais même ajouté quelque chose de frappant, qu'à partir d'un certain stade, ce n'était plus réversible. Boris, plus on s'y prend tôt, plus la résilience est facile. En revanche, si on tarde, la probabilité d'échec grandit, parce que le cerveau se lignifie, c'est-à-dire qu'il devient comme imperméable aux stimuli. Xavier, est-ce que tu ne crois pas que les enfants et les ados qui ont été confinés vont multiplier les conduites à risque, ces comportements dangereux qui visent à savoir jusqu'à où ils peuvent aller? Boris, oui, c'est ce que font les adolescents. Ils ont besoin de se mettre à l'épreuve pour avoir la preuve de ce qu'ils valent. Et si on vit dans une société anomique, c'est-à-dire où les règles sociales sont absentes, confuses ou contradictoires, eh bien, ils ne savent pas qui ils sont. L'adolescence, je parle là des jeunes un peu avant le bac et un peu après, est une période sensible de l'existence qui se manifeste très différemment chez les garçons ou chez les filles. Pendant l'enfance, les petits garçons et les petites filles se ressemblent beaucoup, même si les filles ont une petite avance au point de vue neuropsychologique qui explique en partie leurs bons résultats scolaires. À 12 ans, elles ont 1 ou 2 ans d'avance sur les garçons, ce qui est faramineux sur le plan scolaire. Il n'y a qu'à voir la différence de résultats scolaires entre un enfant né en janvier et un autre né en décembre. Or, là, entre les filles et les garçons, c'est 2 ans d'écart. Mais hormis cela, il n'y a que peu de différences physiques, par exemple de taille, entre les sexes. En revanche, les filles commencent leur puberté bien plus tôt que les garçons, et elles le font de plus en plus précocement, parfois vers 8, 9, 10 ans, probablement sous l'effet des perturbateurs endocriniens, ces substances chimiques apportées par les aliments et les matières plastiques.
Ces perturbateurs agissent comme des leurres, c'est-à-dire que c'est un peu comme si on leur faisait des injections d'hormones féminines. L'arrivée de la puberté si jeune les angoisse beaucoup parce qu'elles ne comprennent pas. D'ailleurs, comment le pourrait-elle? On ne peut pas expliquer à une petite fille de 8 ou 10 ans, c'est bien maintenant, tu peux être une maman. Donc, il y a, pour elle, un bénéfice scolaire, mais un maléfice anxieux. Dans le même temps, les garçons ont tendance à penser que les choses importantes, c'est le football, la drague, mais sûrement pas les résultats scolaires. Entre 14 et 16 ans, le dimorphisme sexuel devient marqué. Les filles prennent des hanches, des seins, et leur croissance cesse environ 18 mois après l'apparition des règles. Les garçons, au contraire, s'élargissent et continuent à grandir après la puberté. D'autant que les leurres endocriniens féminins accélèrent le développement des filles et retardent celui des garçons. Toujours est-il qu'au moment de la plaque tournante du bac, les fillettes sont devenues des jeunes femmes stables, équilibrées, anxieuses, juste ce qu'il faut pour programmer leur journée, pour plaire à leurs professeurs et aux parents. Les garçons s'en fichent éperdument, et puis les filles ont terminé leur fatigue de croissance, alors que les garçons sont en plein dedans. Donc pendant que les unes planifient leur journée, les autres grimpent au mur ou dorment 15 heures par jour. Et cela crée une inégalité de développement. Certains scientifiques expliquent ce décalage par la biologie. La combinaison de chromosomes XX serait plus stable parce qu'une altération sur un X peut être compensée par l'autre X. La combinaison XY serait-elle en difficulté évolutive? Ajoutons à cela le rôle majeur de la testostérone, l'hormone de la hardiesse et du mouvement, et non de l'agressivité comme on le croit souvent. À l'école, les garçons ont envie de grimper au mur, ils bougent, ils souffrent d'être immobilisés. Or, notre société ne valorise plus la force et le courage physique, mais l'excellence des résultats scolaires. Elle valorise la docilité des filles. Pour toutes ces raisons, je pensais que les jeunes garçons auraient davantage décroché que les jeunes filles. Or, avec le confinement, les premiers sondages montrent que ce n'est pas le cas. Les filles ont décroché autant que les garçons. Tous sont anxieux, déstabilisés, parce qu'ils n'ont plus leur mécanisme socialisant habituel. Sortir, rencontrer, jouer, apprendre. Xavier. Et j'imagine que cela se fait ressentir sur leur état psychique. Boris. À l'université de Mons où j'enseigne, on a presque 40% de cette population qui est en dépression, contre environ 12% dans un contexte habituel. Le terme de dépression peut paraître un peu abusif, mais la situation est poignante. Avec un décrochage scolaire, les jeunes se désengagent, ne sont plus motivés et se disent déprimés. Après ce passage difficile, les ados qui ont bien vécu les confinements se relanceront rapidement quand la vie reprendra. Mais un grand nombre ne raccrochera pas, parce que l'adolescence, sur le plan neurologique, est une période d'élagage synaptique. C'est-à-dire que si les circuits cérébraux sont bien formés, ils fonctionnent à l'économie, ils font de bonnes performances avec moins d'efforts. Et cela, ça nécessite un entraînement qui a lieu pendant les 2 ou 3 premières années d'université. Or là, ils ont déjà perdu 2 ans. Cet élagage synaptique, certains le feront plus tard, mais d'autres jamais. Quoi qu'il en soit, même si le chiffre de 40% de jeunes en dépression est un peu pessimiste, je crois que l'on dépassera de loin les 12% habituels. Je crains même que cela devienne encore plus faramineux quand le virus sera éteint. Si les petits-enfants connaissent, comme je l'ai dit, un rebond d'attachement en voyant les copains d'école et la maîtresse, les adolescents n'auront probablement pas ce rebond d'attachement. Un grand nombre d'entre eux risquent de rater le virage de cette période sensible qu'est l'adolescence. J'ai tendance à penser que si les filles ont aussi mal vécu cette crise que les garçons, elles se raccrocheront plus facilement qu'eux. Mais cela ne le sera que dans quelques temps. Xavier. Il me semble qu'en plus du décrochage lié à la désocialisation, le confinement apporte une difficulté supplémentaire. Quand tu es confiné avec tes parents sur le même territoire, tu retombes dans les archaïsmes, ceux de la présocialisation. On occupe un même territoire sans rituel pour cette diplomatie des profondeurs. Et les enfants veulent leur part du territoire. On ne peut pas les tuer, bien sûr, mais cette proximité peut réveiller une vieille violence pour ces petits concurrents à qui, en plus, il faut faire la classe. Tu es en compétition avec tes parents, bien que tu les aimes, et tes parents te trouvent plutôt encombrant. Les adolescents sont sur le territoire qu'ils essaient de conquérir, qui est donc déjà occupé, et il y a un conflit forcément, et les plus jeunes sont perdants. Tout le temps, va dans ta chambre et arrête de nous embêter. Tu n'as pas le droit de grandir, d'occuper du terrain, tu n'as pas non plus le droit de sortir, de te démasquer, tu n'as pas le droit à la moindre liberté. Je crois qu'il y a une frustration parce que cela donne l'impossibilité de grandir. Boris. Je te disais tout à l'heure au sujet des bébés qu'ils vont bien quand leur mère
ou tout au moins leur figure d'attachement va bien. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas pour les adolescents. Au contraire, les jeunes gens doivent apprendre à quitter leurs parents et pendant le confinement, ils ne le pouvaient pas. Je vais être un peu freudien en évoquant le surgissement sexuel. Il y a le désir, la fierté de devenir indépendant, alors il faut partir. Mais ils ne peuvent pas partir. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas vraiment d'université, il n'y a pas de centre d'apprentissage. Ils sont coincés dans une maison qu'ils devraient quitter avec l'aide de leurs parents. Car il ne s'agit pas de rupture ici. Les parents aident le jeune à devenir autonome. Mais avec le Covid, cela ne fonctionne plus. Toutes les sociétés ont inventé des rituels d'accueil. Il n'y a pas une seule société qui en soit dépourvue. Or, actuellement, notre société ne produit plus ces rites et le Covid a aggravé la situation. Xavier. Il s'agit véritablement d'une crise anthropologique. On a imposé le confinement, qui n'est rien d'autre que la vieille méthode de la quarantaine. On a mis toute la population en isolement, en résidence surveillée, et du même coup, la civilisation, nos mœurs, notre culture ont été mis KO, au tapis. Voilà un peuple entier enfermé chez lui, quelle que soit l'étendue de son territoire, une pièce, un studio ou une maison entière, et nous voici dans nos prisons, nos territoires exigus, sans rituel, sans symbole, sans transcendance, avec les petites embrouilles du quotidien, les bruits agaçants, la musique incongrue. Comment supporter l'autre ? Une serviette empruntée, de l'eau renversée, un vêtement pas rangé, peut se hisser à la dimension de la guerre, monter jusqu'à la haine et au moins déclencher de la violence. Quant aux SDF, ils ont été assignés dans des gymnases où ils ont pu largement et copieusement se contaminer les uns les autres. Mais qui se soucie de leur sort ? C'est ainsi qu'on a pu faire monter des profondeurs de notre inconscient, des pulsions qui étaient restées cachées au coin du temps, des pulsions refoulées, pour parler comme Freud. Le périmètre restreint du domicile est devenu le territoire de jeu, de chasse, de reproduction. Quiconque vient sur ce territoire est un concurrent dangereux qu'il faut combattre ou maintenir en lisière. Pour se tolérer, il faut établir des armistices, des codes, des territoires de fuite. Il faut se soumettre avec des gestes, des paroles, des attitudes. Oui, nous avons été livrés à nos archaïsmes. La violence, la domination, la peur, le repli sur soi. On a retrouvé le comportement d'avant la société, ceux qui régissent le territoire comme pour les loups, les lions, les chiens. Car avant d'être des humains policés et sociaux, en cas de crise ou de guerre, nous nous révélons être des mammifères supérieurs qui défendent et occupent un territoire. Plus celui-ci est petit, moins il y a de ressources et plus on manifeste de violence pour le conserver. Les conflits sont inévitables, mais ils peuvent être ritualisés, symbolisés. Les grands animaux, les loups par exemple, ne se mettent que rarement à mort quand ils se battent. Au bout d'un moment, celui qui se sent en difficulté va accomplir instinctivement des gestes de reddition. Il va faire semblant d'offrir sa gorge comme pour dire « tu peux m'égorger, je me livre ». Il va rentrer sa queue sous lui, piteusement, voire uriner. Sans aller jusqu'à imiter ces gestes animaux, on peut représenter la fin du conflit avec des mots, des signaux de paix et de reddition pour faire cesser le combat. Chez les Sioux, on enterrait la hache de guerre, ou on fumait le calumet de la paix. Il nous faut arriver à ritualiser nos rapports, nos pulsions, par des mots, des gestes, des attitudes. Boris. Il est certain que si le confinement est une protection physique, c'est aussi une agression psychique. On n'est pas fait pour être confiné, on est fait pour être avec l'autre. Notre tranquillisant naturel, c'est la relation. Parler avec quelqu'un, chercher à comprendre, apprendre à maîtriser l'émotion que l'on ressent. Mais c'est un fait, le virus circulait et c'est nous qui le transportions. L'épidémie ne serait sans doute arrêtée sans confinement, mais après combien de dégâts humains ? C'était une défense qui était sans doute nécessaire. Tu parles des conflits territoriaux engendrés par le confinement. Je te rejoins sur ces questions d'espace et j'ajouterai à celle-ci la dimension du temps, car on ne peut le percevoir que s'il y a deux sensations du temps. Des expériences ont été faites avec des personnes qui explorent les souterrains ou les grottes. Elles se désynchronisent complètement, perdent la notion du jour et de la nuit. Cela arrive aussi aux cosmonautes qui éprouvent dans l'espace une perception du temps étonnamment différente, puisqu'ils n'ont plus la même synchronisation. L'écologie, ce n'est pas seulement l'oxygène ou la pollution. Il s'agit de la structure du cerveau, des perceptions, du corps, de la façon de vivre. Tout cet équilibre joue un rôle important sur la manière dont on se sent et dont on se comporte dans le monde. Mais on l'a bien vu, nous n'avons pas tous été égaux face à cette assignation de rester chez soi. Je parlais tout à l'heure des inégalités sociales aggravées par le virus. Or, à l'occasion des confinements, on a constaté que ceux qui avaient acquis des facteurs de protection ont vécu le temps du virus comme un repos, parfois même comme des vacances.
J'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit avoir retrouvé un sommeil paisible alors qu'avant ils étaient pressés, stressés et ne dormaient que 4 heures par nuit. À l'inverse, bien d'autres ont connu une écologie de surdensité, avec trop de monde, trop de stress, trop de bruit sans arrêt et l'incapacité de se reposer. J'évoquais tout à l'heure les enfants, mais c'est aussi valable pour les adultes qui les entourent. Ceux-là vont subir une dyschronie, le temps va se briser pour eux. Ils vont éprouver une immense difficulté à s'organiser temporellement. Ils vont mal dormir, ils seront épuisés physiquement parce que le sommeil est un grand moment de récupération. Ils vont se réveiller fatigués, exaspérés et avec des troubles de la mémoire. Eux auront l'impression que le temps a perdu sa cadence, qu'il a perdu son rythme. Ils ne sauront plus quand est le jour, quand est la nuit, quand il faut se reposer, quand il faut s'activer. Parce que tout aura été désynchronisé. Pas tant à cause du virus, mais en raison de l'hyperdensité due à une difficulté sociale qui existait avant le virus. Xavier. Tu parles de notion du temps et cela me fait penser à ce qui s'est produit pour les plus âgés d'entre nous qui ont beaucoup souffert de l'isolement. Le conseil scientifique avait décidé que les vieux devraient rester confinés dans leur EHPAD sans le moindre contact. Ils se sont retrouvés cloîtrés, des naufragés coincés dans un présent immobile, dans un temps sans repère, à attendre la mort. Parfois même, comme ils ne devaient pas être dirigés vers la réanimation, ils auraient pris la place de plus jeunes, sans commission de décision, sans appel, on a décidé de les faire dormir-mourir, avec du Rivotril. Qui ont? C'est une question qui restera probablement sans réponse. Une décision par défaut, une euthanasie anonyme donnée par on ne sait qui. Cette décision est le signe que l'on a négligé que ces personnes âgées si fragiles vivent dans un monde affectif de souvenirs et de réminiscences hors du temps et du monde, mais rempli de respect, d'empathie, de compassion, de gentillesse. Avide de petits mots, avide d'attention. Comme le disait Félix Leclerc, de petits bonheurs scintillants. Les personnes très âgées ne vivent que pour un monde d'affectivité et de manifestation d'amour. Boris. L'affectivité est centrale à tous les âges. Tu sais comme moi qu'un enfant sans affectivité n'apprend rien. Il ne survit pas. Car un enfant mange pour quelqu'un et s'il n'y a personne autour de lui, il cesse de s'alimenter. Ça décrit l'hospitalisme, cet état dépressif théorisé par la psychanalyste René Spitz, qui se manifeste chez certains enfants séparés précocement de tout lien d'affection que l'on constate pendant les périodes de guerre. Des enfants sains meurent alors qu'on leur donne à manger et à boire, mais ayant perdu leurs parents, ils n'ont plus personne pour qui manger, alors ils ne mangent plus. L'affectivité est vitale. L'altérité nous est nécessaire à tous. Il y a une trentaine d'années, l'ancien président roumain Nicolae Ceausescu a placé à peu près 200 000 enfants en isolement sensoriel. Il a commis un crime envers eux. J'ai vu ces enfants, je pense avoir été un des tout premiers à avoir demandé des scanners alors qu'il était presque impossible d'obtenir un scanner à cette époque en Roumanie. Tout le monde m'a dit, ces enfants ont été abandonnés parce qu'ils sont mal formés. En fait, ils étaient mal formés parce qu'ils étaient abandonnés. On a finalement réussi à obtenir quelques scanners. Ces enfants présentaient tous des atrophies des 2 lobes frontaux et des circuits limbiques. Après cela, Charles Nelson et ses collègues ont repris une observation clinique de manière scientifique et ont publié des travaux incontestables qui prouvent que la privation d'altérité abîme le cerveau. Sans altérité, un cerveau seul ne fonctionne pas, un être humain seul ne fonctionne pas. C'est ce qui nous invite à sortir de nous-mêmes pour rencontrer l'autre. Et là seulement on peut commencer à se développer. Effectivement, ce phénomène s'est répété récemment dans les EHPAD, où les gens âgés ont particulièrement besoin de signaux affectifs. Un coup de téléphone, une fleur, un petit cadeau, un petit signe de temps en temps. Et pour eux, ce n'est pas de temps en temps parce qu'ils y repensent. Elle m'a écrit il y a 2 jours, elle va bien, elle va me téléphoner dans 2 jours, il va venir avec un bouquet de fleurs, je ne sais pas où les mettre. Mais c'est gentil. Si ce minuscule signe affectif est arrêté par le virus comme cela s'est passé, les personnes âgées cessent de manger et de boire. Et on dit « il ou elle est mort de déshydratation ». C'est faux. Ils sont morts de carence affective. Xavier, c'est tout le paradoxe de ce que nous avons vécu avec ces confinements. D'un côté, une promiscuité presque insupportable, de l'autre, notre grégarité et la souffrance ressentie par ceux qui se sont retrouvés seuls. Car quoi qu'il arrive, il nous faut une présence biologique, quelqu'un qui partage notre statut d'humain. L'autre a mal, il est heureux, il va mourir comme nous. Ce qu'il nous faut, c'est une compagnie, au moins un chien, un chat, quelqu'un qui a un statut pareil au nôtre, biologique, qui aime, souffre et meurt. Contre la solitude, même le plus petit commun dénominateur biologique est
est plus fort que voir l'autre à travers un écran. Il se passe plein de choses sur les écrans, on vit plein d'aventures, on a plein d'amis virtuels, mais en fait il ne se passe rien, car c'est un monde construit de façon totalement artificielle. De cet espace virtuel, il ne peut sortir rien d'autre que la sécheresse et la mort. Ce que tu évoques sur l'importance des interactions me renvoie à ces enfants qui passent beaucoup de temps derrière un écran. Je sais que tu as fait la guerre contre les écrans. Pas d'écran avant 3 ans parce que sinon c'est la confusion. Néanmoins, comment échapper aux écrans quand tu es confiné? Boris. Exactement. Tu viens de faire un lapsus de rêve. C'est exactement ça. Les écrans sont hypnotisants, ou plutôt médusants. Xavier, il nous transforme en pierre. On a tous en tête cette image de Médusa, la divinité de la mythologie grecque à chevelure de serpent qui fige dans la pierre celui qui ose croiser son regard. C'est différent d'une hypnose qui est sécurisante, comme l'est la vision d'un feu de cheminée ou d'une cascade. Là, c'est la méduse qui pétrifie. Boris, voilà pourquoi c'est une catastrophe, surtout chez un enfant préverbal. Le tout petit est fasciné par l'écran. Il regarde ces images qui sautent et qu'il ne comprend pas bien. Il entend des sonorités sans savoir ce que sont les mots. Et l'enfant pourtant est médusé, comme face à la gorgogne Médusa, et ces serpents qui lui sortent de la bouche, des yeux et des oreilles. Si les parents sont confinés ou malheureux, leur enfant pleure. Ils ont besoin de se détendre, donc ils allument les dessins animés. Et en effet, cela marche très bien. L'enfant est très sage puisqu'il se pétrifie devant la télé. Certaines familles font garder leur bébé préverbal par des écrans. Et le petit n'apprend rien, ni à décoder les mimiques faciales, ni à répondre aux sourires, ni à appréhender les encouragements. Il n'apprend pas non plus à décoder les interdits verbaux. D'ordinaire, si vous faites non de la bouche, le bébé comprend très bien ce que cela signifie. Mais pas celui qui ne connaît pas les rituels d'interaction. Ces enfants gardés par les écrans ont un retard de langage parfois très important. Quand ils entrent à l'école, ils ont stocké de 100 à 200 mots. Rien pour ainsi dire, alors que les enfants qui ont vu des visages, qui ont parlé avec des adultes, qui ont écouté les conversations de ces derniers, qui se sont disputés et qui ont rigolé avec d'autres enfants, ont appris tous ces rituels d'interaction. Comment réagir face à une menace? Comment faire une offrande alimentaire, un sourire, un bisou? Comment faire non de la tête? De quelle manière doit-on s'adresser à la maîtresse? Comment jouer avec un copain? Pourquoi faut-il faire attention à celui qui crie et qui frappe? Tous ces rituels d'interaction, les enfants sans écran les ont appris et ils entreront en maternelle à l'âge de 3 ans avec un stock de 1000 mots et connaîtront les habiletés relationnelles. Ils ont déjà appris à se socialiser. Mettre un enfant en préverbal devant un écran, c'est commettre une très grave agression contre lui. Il y a une terrible inégalité dès le départ qui n'est pas forcément une question d'argent. Xavier, c'est terrible, mais que faut-il faire alors pour ces enfants? Boris, j'ai envie de te répondre qu'il faut faire la guerre aux parents qui laissent leurs petits seuls face à l'écran, mais ce n'est pas si simple. L'autre jour, j'étais dans un avion et un bébé s'est mis à hurler. Sa mère a sorti une tablette et le bébé s'est aussitôt arrêté de pleurer. J'ai fait la moue pour lui signifier que pour un bébé c'était moyen. Elle m'a vu et a éteint l'écran. Le bébé s'est remis aussitôt à hurler. Alors elle l'a remis en marche et plus personne n'a protesté, y compris moi. C'est-à-dire que nous sommes tous complices de ce qu'on fait aux bébés et aux enfants préverbaux. C'est pourquoi je crois qu'il faut au moins s'en tenir à pas d'écran avant 3 ans. Et si les parents veulent apaiser un bébé, il faut interagir avec lui. Et pour ça, il y a le dessin, la chanson, la caresse, le jeu. Tout cela est très important pour un bébé. C'est une relation, c'est une interaction. L'écran, ce n'est pas une interaction porteuse d'affect, ce n'est pas une relation à l'autre. Xavier, oui, car on se développe aussi dans le regard de l'autre. C'est-à-dire que les yeux des autres sont notre propre miroir psychique. L'altérité est nécessaire pour les enfants comme pour tout le monde. D'ailleurs, car on n'existe que par le regard de l'autre. C'est pour cela qu'on se fait beau ou belle, qu'il existe des canons de beauté pour les garçons, pour les filles, pour les jeunes, pour les vieux. Parce qu'être regardé, conquérir le regard de l'autre, c'est avoir accès au groupe. Et là, il y a toute la symbolique du vivre ensemble. Boris, c'est pourquoi les écrans sont de faux miroirs. Le miroir naturel, le seul miroir qui vaille, c'est l'autre, les mimiques de l'autre. On sait qu'un cerveau ne fonctionne bien que s'il y a un autre cerveau. C'est-à-dire que chez nos enfants, les mimiques de l'un s'imprègnent chez l'autre et l'aident à se développer. Quand les miroirs sont arrivés, cela a été une véritable révolution en psychanalyse. On a constaté que certains enfants se développaient mieux parce qu'ils pouvaient explorer l'image qui se reflétait d'eux-mêmes, ce que l'on appelle le stade du miroir. En psychanalyse, participe à l'ontogénèse, un développement via le miroir, de l'accès à l'image de soi. L'image d'un autre bébé dans le miroir met ainsi 3 ans à devenir
c'est moi dans le miroir. Avec l'écran d'un smartphone, par exemple, on a un miroir étrange, qui est plutôt une lucarne par laquelle on voit le monde et ce monde est vu à travers un filtre. Pour la suite du développement, en revanche, ces fenêtres sur le monde prennent du sens. À ce moment-là, on peut proposer un dessin animé aux petits-enfants à condition que ce temps d'écran soit suivi de bavardage. Un autre piège apparaît lorsque l'on arrive à l'adolescence. Si l'écran sert à visiter le monde, c'est merveilleux. Merci aux documentaires, aux films, aux chansons, qui sont tous des modes éducatifs des relations amoureuses. Car quand on est adolescent, si on a une pulsion, un désir sexuel, on ne peut pas tout se permettre. On ne peut pas courtiser une fille ou un garçon n'importe comment, il faut lui dire des poésies, il y a une manière de parler, et tout cela est énoncé par des chansons, des films, des romans qui nous racontent comment exprimer son désir sans agresser l'autre, et puis on découvre la souffrance intense du chagrin d'amour, et cela aussi est anticipé par les chansons, les films, les romans, comme un apprentissage. C'est tout à fait nécessaire et c'est respectable. En revanche, lorsqu'un adolescent est fasciné par les écrans, il a facilement tendance à se cacher derrière. Se réfugier derrière sa console est moins difficile que d'établir une relation humaine où il faut apprendre beaucoup de choses, s'ouvrir, parler, convaincre. Alors qu'avec un écran, il suffit de s'installer sur son lit ou dans un fauteuil et de se laisser pénétrer par l'image. Certains adolescents prennent du plaisir à jouer aux jeux vidéo et ils disent que c'est même un grand plaisir. S'ils sont anxieux et que cet effet sécurisant les aide à se sentir mieux pour franchir un passage difficile, pourquoi pas ? Mais l'écran a aussi un effet tranquillisant et on sait ce que provoque l'excès de tranquillisant. Lorsque l'on se sent mal, cela peut arriver de prendre un tranquillisant, tout comme on peut avoir besoin de passer 1 heure devant un écran pour se détendre. Mais s'il n'y a plus que cela, qu'est-ce que ça donne ? Ça arrête la vie psychique et ce n'est plus la vie. Il se joue là un phénomène très important chez les adolescents, surtout chez les garçons qui se laissent davantage piéger par les jeux vidéo que les filles. Celles-ci investissent plusieurs domaines en parallèle. L'école, la meilleure amie, les sorties, la lecture et même déjà les enfants, la maison. Et cette capacité à multiplier les investissements affectifs leur permet de se retrouver moins prisonnières de l'écran. Quelques-unes seront tout de même prises au piège, mais beaucoup échapperont à ces dangers. À l'inverse, les garçons ont tendance à n'investir qu'un seul sujet. Le football, la drague, les jeux vidéo ou quoi que ce soit d'autre. C'est ainsi qu'ils peuvent se rendre eux-mêmes prisonniers avec parfois des conséquences très graves. Ils vont rater leurs examens ou ne même pas s'y présenter, cesser de travailler et finalement passer leur temps à végéter devant un écran. Xavier. Pour certains adolescents, cela peut prendre des dimensions démentes. Je pense au Kikomori, ces jeunes japonais qui à la fin de l'adolescence ne peuvent acquérir la maturité nécessaire pour se sortir de l'enfance et se sociabiliser parce qu'ils ont un rapport addictif avec l'ordinateur, les jeux vidéo ou les constructions infinies de la virtualité. Dans ce pseudo-monde, ils sont tout puissants. Ils peuvent même vivre plusieurs vies, des aventures cosmiques, être des héros ou des aventuriers. C'est terriblement difficile d'en sortir. Boris. C'est un phénomène inouï, j'en ai rencontré plusieurs. Ces garçons ont peur de la vie, peur des femmes, peur de la sexualité. Ils n'ont plus d'autre désir que de rester isolés dans une chambre sombre. Ils tirent les rideaux sur le reste et passant leur temps avec leurs ordinateurs. Mais pour eux aussi, il existe des solutions. C'est la resocialisation, lentement, par le sport, la musique et bien sûr la vie scolaire. Xavier. Le danger pour moi, c'est l'homme virtuel. Dans un monde virtuel, on n'est pas en compétition parce qu'il ne se passe rien. C'est un monde construit, dirigé. L'inverse de notre univers qui est régi par l'incertitude. Cela se passe à l'échelle de l'atome. Si on prend par exemple un électron, tant qu'on n'essaie pas de voir où il est, il va se trouver à plusieurs endroits à la fois en tant que probabilité. Parce qu'il y a une onde, mais si vous essayez de le mesurer, de le capter, il va se réduire à un point parmi tous les endroits possibles. Et c'est vous qui l'avez assigné à sa place. C'est vous qui en avez fait une particule détectable en quelque sorte, parce qu'auparavant, il était potentiel, riche de multiples possibles. Et la vie, votre vie, c'est un potentiel qui devient une réalité. C'est ce que la mécanique quantique nous apprend, que tout est potentiel, sauf quand vous cherchez à savoir où quelque chose se trouve. C'est vous qui créez la réalité. Autrement, on vit dans le monde de l'incertitude, parce qu'on est dans la vie. Alors que dans le monde virtuel, celui des écrans, on est dans le monde de la mort, celui des ombres et des zombies. Alors, l'homme virtuel. Descartes avait introduit le concept animal-machine qui sera repris 100 ans plus tard, vers 1740 par un médecin, Julien Auffray, de la Métrie. Ce dernier l'appliquait à l'homme parlant d'homme-machine à l'époque où débutait la société industrielle mécaniste, car on considérait à ce moment-là que l'homme, au fond, n'était qu'une mécanique.
Cela a permis des progrès fulgurants en médecine, de l'anatomie et à la physiologie, aux greffes d'organes. Je crois que c'est le fameux philosophe et médecin du XVIIIe siècle Karl Vogt, repris par Cabanis, qui a écrit « Le cerveau sécrète la pensée comme le foie sécrète la bile, le rein l'urine ». Aujourd'hui, tandis que se développe le concept de l'homme augmenté et que l'entrepreneur américain Elon Musk vante les chimères, un assemblage homme-machine aux facultés infinies, nous voilà passés à l'homme virtuel. Mais un homme, c'est d'abord un être qui se sait mortel et qui produit quelque chose de particulier, du sens et de l'amour, de la sociabilité, de la compassion, de la transcendance. Ces rêves prométhéens ou cette résignation de n'être qu'une ombre dans un miroir sont deux idéologies de mort.